Libérer 15 600 prisonniers pour en faire une armée, puis voir les attaques chuter de 40% en quelques semaines. Un paradoxe brutal qui renverse toute logique sécuritaire classique. Cette bascule fulgurante, née d'un geste que le monde jugeait imprudent, a pourtant réécrit les rapports de force dans un Burkina Faso encerclé par les groupes armés. Mais que signifie vraiment ce retournement pour ceux qui vivent chaque jour la guerre et que révèle-t-il de la stratégie d'Ibrahim Traoré? Une fissure s'ouvre, laissant entrevoir un futur moins prévisible. Ce récit ne se limite plus à un simple pari militaire. Il expose les enjeux vitaux d'un pays qui tente de survivre en remodelant ses propres règles. La promesse est claire. Comprendre comment une armée née des marges peut devenir un outil de souveraineté, tout en révélant les risques structurels qui en découlent. Si cette transformation tient, le Burkina Faso pourrait redéfinir sa sécurité intérieure sans dépendre d'aucune puissance étrangère. Si elle échoue, le pays pourrait s'effondrer sous le poids d'une armée instable, idéologisée et difficile à contrôler. Mais au centre de ce dilemme surgit une question brûlante. Une stratégie bâtie sur la rédemption peut-elle réellement tenir face à une guerre longue, imprévisible et dispersée? Ce chapitre dévoilera pourquoi ce modèle attire autant qu'il inquiète, et pourquoi chaque décision prise à Ouagadougou pourrait, dans les mois à venir, faire basculer tout le Sahel. Le premier signe d'alerte est déjà là. Ce système repose sur des hommes dont la loyauté est nouvelle, fragile et constamment testée. Les premières unités issues des 15 600 détenus libérés se sont révélées plus disciplinées que prévu, surprenant même les instructeurs chargés de leur intégration. Ce contraste brutal entre leurs antécédents et leur efficacité rapide devient la pièce manquante qui explique pourquoi le pari d'Ibrahim Traoré a commencé à produire des résultats visibles sur le terrain. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir au contexte qui a précédé cette initiative. Le Burkina Faso était enlisé dans une guerre d'usure où les forces conventionnelles perdaient du terrain face à des groupes insurgés mobiles, fragmentés et profondément enracinés dans les zones rurales. L'armée, sous-équipée et dispersée, ne parvenait plus à sécuriser les frontières ni les routes commerciales et essentielles à l'économie agricole du pays. Le moral des populations, déjà éprouvé par des années de violence, s'effritait à mesure que les attaques se multipliaient. Dans ce vide sécuritaire, la proposition de transformer des prisonniers marginalisés en soldats formés apparaissait d'abord comme un geste désespéré. Pourtant, ce choix répondait à une logique interne. Ces hommes connaissaient les villages, les zones forestières, les routes secondaires, les circuits d'approvisionnement clandestins et surtout les mécanismes de survie face à la violence. Leur intégration militaire, loin d'être improvisée, s'inscrivait dans un programme intensif mis en place à Poé, où discipline, identité nationale et cohésion de groupe étaient martelées dès le premier jour. L'impact psychologique fut immédiat. À mesure que les premiers détachements reprenaient des positions abandonnées depuis longtemps, une partie de la population commença à percevoir ces anciens détenus comme une force inattendue, plus déterminée que les unités traditionnelles. Ce retournement d'image, presque impossible dans un contexte de méfiance historique envers les prisonniers, devint l'un des moteurs les plus puissants de la transformation. Pour le pouvoir en place, cette dynamique offrait une double opportunité: reconstruire une armée affaiblie tout en remodelant la narration nationale autour d'un symbole fort, celui d'hommes rejetés qui désormais incarnaient la défense du territoire. Cette nouvelle trajectoire, amorcée par Ibrahim Traoré, redéfinissait progressivement les frontières entre justice, rédemption et souveraineté. Deux figures émergent pour illustrer les effets immédiats de cette transformation militaire. Un instructeur vétéran affecté au centre de Poé
et un ancien détenu devenu chef d'escouade après sa formation accélérée. Le premier, rompu aux méthodes classiques de l'armée burkinabé, observait avec scepticisme l'arrivée de ces recrues issues des prisons. Pourtant, il a rapidement constaté une différence. Une volonté farouche de prouver leur valeur, une endurance rarement vue dans les unités traditionnelles et une capacité d'adaptation forgée par des années de survie dans des milieux hostiles. Son témoignage, relayé discrètement parmi les cadres, a contribué à légitimer l'expérimentation dès les premières semaines. Le second représente l'autre volet du récit, un homme longtemps considéré comme un paria qui s'est imposé comme un élément clé lors de la reprise d'un axe routier stratégique. Son groupe, composé d'anciens détenus formés ensemble, a appliqué des tactiques souples, tirées autant de l'entraînement militaire que de l'intuition forgée par la rue et les conflits locaux. Leur intervention rapide a permis de sécuriser un corridor commercial où circulaient vivres, médicaments et carburant, un succès qui a immédiatement allégé la pression sur plusieurs villages voisins. Ces deux trajectoires, opposées mais complémentaires, montrent comment la dynamique interne de cette nouvelle armée s'est construite non pas sur la force brute, mais sur la combinaison d'expertises inattendues, la rigueur des anciens cadres et l'instinct opérationnel de ceux ayant vécu à la marge. La question centrale demeure. Cette alchimie peut-elle tenir lorsqu'elle sera confrontée à des opérations plus longues et plus complexes? La séquence qui a tout déclenché commence par un vide sécuritaire brutal. Plusieurs axes routiers simultanément frappés, des villages encerclés, des convois bloqués. L'armée classique, dispersée et épuisée, ne pouvait plus couvrir les points chauds en cascade. Le pays glissait vers un effondrement tactique. C'est dans cette urgence précise que le dispositif imaginé par Ibrahim Traoré bascule de l'audace expérimentale à la nécessité stratégique. L'activation des premières unités issues des 15 600 détenus n'a pas été graduelle. Elle a été immédiate, brutale, calculée. Chaque groupe a reçu un district, un axe, une mission simple: reprendre, tenir, sécuriser. Cette phase d'allumage se déroule en quelques jours seulement. Le choc initial est net. Les insurgés ne s'attendaient pas à une force capable de se déployer aussi vite. La montée en intensité arrive presque aussitôt. Les anciens détenus, devenus soldats, frappent en bloc compact. Ils avancent par petites unités, mobiles, soudées par une histoire commune et des réflexes forgés en marge de la société. Ils connaissent les routes secondaires. Ils anticipent les embuscades. Ils utilisent les reliefs, les creux, les broussailles mieux que quiconque. Cette agilité devient l'arme principale de la nouvelle armée. Dans la zone nord-est, un corridor vital, perdu depuis des mois, est repris en moins de 48 heures. Les insurgés, surpris par le rythme, abandonnent plusieurs positions. La nouvelle armée progresse sans s'arrêter. Chaque point conquis consolide la cohésion interne des unités. Plus elles réussissent, plus elles croient en leur propre transformation. Le pic opérationnel apparaît quand trois secteurs stratégiques basculent presque simultanément. Les analystes régionaux s'interrogent. Les ONG locales confirment une baisse rapide des attaques. Les marchés, un instant hésitants, recommencent à s'ouvrir. Des routes qui n'avaient pas vu passer un convoi civil depuis des semaines redeviennent praticables. À cette étape, la dynamique cesse d'être militaire pour devenir psychologique. Dans certaines localités, les familles sortent enfin de l'attente silencieuse. Les villages réinstallent les stands de nourriture. Les commerçants déplacent à nouveau du grain, du savon, des médicaments. La circulation reprend. Les premiers signes de respiration collective réapparaissent. Mais le véritable basculement se produit ailleurs, dans l'imaginaire national. Les soldats issus des prisons ne sont plus vus comme des hommes au passé lourd. Ils deviennent des protecteurs visibles. Dans les villes, leurs premières apparitions suscitent d'abord du recul, puis de la curiosité.
puis un respect discret mais réel. Le pays commence à accepter que sa propre survie dépend de ceux qu'il avait rejetés. Ce changement d'image, pourtant fragile, crée une onde de choc dans tout le territoire. Les populations, longtemps privées d'un sentiment de maîtrise, sentent qu'une force nouvelle s'impose. Cette force ne vient ni d'un soutien étranger, ni d'une alliance régionale, mais du pays lui-même. Puis vient la phase de du champ. Les insurgés modifient leur tactique. Ils se dispersent davantage. Ils multiplient les micro-attaques. Ils testent les limites de cette armée nouvelle. Les unités issues des anciennes prisons doivent désormais apprendre la résistance dans la durée, pas seulement les percées rapides. Elles doivent tenir la ligne, pas simplement la briser. Dans les zones reprises, les tensions restent palpables. Les chefs de village se demandent combien de temps cette dynamique tiendra. Les familles craignent un retour à la violence si les lignes se relâchent, ne serait-ce qu'une semaine. C'est ici que la question centrale, encore suspendue, devient impossible à ignorer. Cette armée née dans l'urgence peut-elle survivre à une guerre d'endurance? Peut-elle évoluer sans perdre sa cohésion? Et surtout, la trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré peut-elle se stabiliser avant que les insurgés ne s'adaptent pleinement? Le point de départ, le baseline, est brutal. Avant la réorganisation voulue par Ibrahim Traoré, les corridors routiers stratégiques subissaient une pression constante et chaque déplacement civil devenait un pari dangereux. Les attaques contre les convois marchands ou humanitaires s'enchaînaient à un rythme qui paralysait l'activité économique et isolait des zones entières du pays. Les marchés ruraux perdaient leur vivacité, les coopératives agricoles ne pouvaient plus écouler leur production et la société entière se repliait dans une forme de survie silencieuse. Ce climat de vulnérabilité généralisée constituait le niveau zéro, un État littéralement étranglé par la mobilité ennemie et l'absence de maîtrise du territoire. C'est sur cette ligne de départ que s'observe le delta. Le premier chiffre fondamental est la chute de 40% des attaques contre les convois civils dans les premières semaines, suivant le déploiement des unités issues des centres pénitentiaires. Cette baisse s'explique par une présence militaire plus dense et plus imprévisible. Le deuxième chiffre clé concerne la remise en activité de zones rurales situées sur d'anciens axes contestés. Dans plusieurs districts, les marchés hebdomadaires ont connu une reprise estimée à 20% dans les 2 mois ayant suivi la sécurisation des routes. Cette hausse reflète la confiance retrouvée des producteurs qui peuvent désormais circuler sans crainte excessive. Le troisième indicateur concerne l'intégration des anciens détenus dans la structure militaire. En moins de 6 mois, 15 600 hommes ont été formés puis déployés dans l'ensemble du territoire. Ce volume exceptionnel tient à un dispositif logistique intensif étalé sur plusieurs centres d'entraînement. Ces trois données, baisse des attaques, reprise commerciale, capacité d'intégration massive, composent le triangle d'évaluation qui permet de mesurer l'effet réel du pari sécuritaire. Pourtant, derrière les chiffres se cache un mécanisme plus profond, la réorganisation du rapport entre l'État et ceux qui étaient autrefois rejetés. Les unités issues des centres pénitentiaires, soudées par un passé commun mais désormais encadrées par une discipline militaire, ont introduit un rythme opérationnel inédit. Elles se déploient vite, tiennent les positions avec acharnement et modifient la cartographie des zones de transit. Cependant, la translation du baseline vers le delta ne signifie pas une stabilisation totale. Les insurgés, face à la perte de leurs anciens bastions, ont déplacé leur mode d'attaque. Ils privilégient désormais les infiltrations en petits groupes, les frappes localisées et la création de micro-poches dans les zones rurales éloignées. Ce déplacement stratégique produit une forme de pression diffuse et chassaveuse qui ne se mesure pas facilement en chiffres, mais qui affecte la durée
l'endurance et la coordination des nouvelles unités. C'est ici que surgit la limite de l'approche quantitative. Les chiffres MAPRA montrent l'amélioration, mais ils n'expliquent pas la fragilité intrinsèque d'une armée fondée sur une identité nouvelle, encore instable. L'efficacité immédiate ne garantit pas la résistance dans le temps. Les recrues issues des prisons doivent maintenant affronter un type de guerre qui exige patience, rigueur et épuisement progressif. Leur cohésion repose sur la rédemption, une force psychologique puissante mais volatile. Pour Ibrahim Traoré, le vrai défi commence à ce stade: transformer les bons résultats initiaux en stabilité durable, sans laisser les insurgés adapter leur propre ligne de fuite. Le delta actuel doit devenir un plateau solide, et cela exige des ajustements tactiques, des réformes internes et un accompagnement politique constant. Deux arguments majeurs émergent chez ceux qui soutiennent la stratégie de transformation militaire. Le premier affirme que ces soldats issus des prisons, marqués par la marginalisation, possèdent une volonté de rédemption capable de surpasser celle des unités classiques. Leur motivation serait plus intense, nourrie par le désir de retrouver une place dans la société et de laver un passé pesant. Selon cette vision, ces hommes formeraient une force cohésive, capable de s'adapter rapidement, de comprendre les terrains difficiles et de frapper avec une détermination rarement observée dans une armée épuisée par des années de guerre. Le deuxième argument favorable repose sur la rupture au stratégique introduite par ce modèle. En donnant à la nation une armée construite sans assistance extérieure, le Burkina Faso retrouverait un espace de souveraineté que les puissances régionales ou occidentales avaient longtemps limité. Cette autonomie, perçue comme un geste de résistance politique, renforcerait le moral national tout en envoyant un signal clair au Sahel: il est possible de se reconstruire en dehors des schémas sécuritaires imposés depuis des décennies. En face, les critiques avancent deux contre-arguments tout aussi structurés. Le premier pointe la fragilité d'une armée fondée sur des individus dont la loyauté n'a pas été éprouvée sur le long terme. Il redoute que cette cohésion, née d'une expérience partagée dans l'univers carcéral, puisse s'effondrer dès que la guerre changera de rythme ou que les tensions internes réapparaîtront. Pour eux, ce modèle repose sur une psychologie instable, difficile à maintenir dans une guerre prolongée. Le second contre-argument met en garde contre la dérive autoritaire potentielle. Une force composée d'hommes redevables envers l'État pourrait devenir un instrument politique plutôt qu'un outil strictement militaire. Ce glissement, déjà observé dans certains pays confrontés à des crises prolongées, pourrait fragiliser les équilibres civils, accroître les tensions sociales et compliquer la réintégration future de ces soldats dans la vie ordinaire. Pourtant, les données issues des premiers mai y répondent partiellement à cette confrontation théorique. La baisse des attaques, la reprise économique locale et la capacité logistique démontrée par l'intégration de milliers d'hommes montrent que malgré les risques, le système fonctionne dans l'immédiat. La question demeure entière. Ce succès tactique peut-il vraiment résister au poids du temps, ou s'agit-il d'une victoire précoce vouée à être testée par l'usure? Une fracture silencieuse apparaît. Elle surgit au moment où les premières opérations prolongées révèlent un élément inattendu. Les unités issues des prisons montrent une endurance plus stable que prévu, mais leur rapport à l'autorité militaire classique devient plus complexe. Les cadres traditionnels constatent que ces groupes, soudés par une histoire commune et une identité réinventée, fonctionnent avec une logique interne différente, presque autonome. C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré rencontre son véritable point de bascule: une armée capable de produire des résultats rapides, mais qui exige un encadrement politique et psychologique constant pour éviter les dérives structurelles. La révélation se joue sur deux fronts. Sur le terrain, ces soldats démontrent une ténacité qui surprend les analystes régionaux.
Leur capacité à tenir des positions isolées, même sous pression continue, contraste avec les difficultés anciennes de l'armée traditionnelle. Mais en coulisses, les officiers responsables de leur formation observent une autre réalité. Cette cohésion, née de la rédemption, peut se transformer en bloc indépendant si elle n'est pas intégrée à un commandement clair et durable. Ce midpoint n'est pas une victoire ni un échec. C'est le moment où le pays découvre que la réussite initiale contient déjà les germes d'un nouveau défi. Au niveau national, au niveau interne, la transformation opérée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré modifie profondément la dynamique du pays. L'amélioration de la sécurité sur plusieurs axes routiers redonne de la continuité territoriale à des régions jusque-là isolées. Les administrations locales peuvent enfin reprendre leurs activités sans craindre des interruptions répétées, et les écoles rouvrent progressivement dans certaines zones rurales. La perception nationale change également. De nombreuses familles, autrefois résignées à vivre sous la menace permanente, retrouvent une forme de stabilité quotidienne. Le discours public évolue et l'idée qu'une armée de rédemption puisse porter la souveraineté nationale devient un symbole fédérateur malgré les incertitudes persistantes. Sur le plan social, pour les communautés, l'impact est immédiat. Les marchés ruraux, longtemps paralysés par l'insécurité, réapparaissent dans les villages sécurisés. Les échanges agricoles reprennent, permettant aux cultivateurs de vendre leurs récoltes et d'obtenir des produits qu'ils n'avaient plus vus depuis des mois. Dans certaines localités, la présence de ces nouvelles unités crée un climat plus prévisible, ce qui encourage les familles déplacées à envisager un retour progressif. Cependant, cette amélioration s'accompagne de tensions. Certains habitants restent méfiants envers les anciens détenus, redoutant que les stigmates du passé ressurgissent. La société oscille donc entre soulagement, prudence et curiosité face à cette transformation inhabituelle. Sur le plan démocratique et institutionnel, sur le plan institutionnel, les effets sont plus ambivalents. D'un côté, la restructuration militaire renforce l'autorité de l'État. Les postes administratifs récupérés peuvent fonctionner à nouveau et les gouverneurs régionaux disposent enfin d'interlocuteurs sécuritaires fiables. De l'autre, la centralité croissante de cette armée atypique soulève des inquiétudes sur l'équilibre à long terme entre pouvoir civil et pouvoir militaire. Certains cadres politiques s'interrogent sur la place future de ces unités dans la gouvernance, surtout si la crise perdure. L'impact institutionnel devient donc un terrain délicat où efficacité sécuritaire et fragilité démocratique avancent côte à côte. Dans l'espace régional, dans la région du Sahel, le remodelage militaire du Burkina Faso crée une onde de choc. Les pays voisins surveillent attentivement l'évolution de cette armée capable de renverser un rapport de force en quelques mois. Plusieurs gouvernements redoutent un effet dossier domino. Si l'expérience burkinabé réussit durablement, elle pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des crises similaires. Les puissances étrangères, quant à elles, observent avec prudence. La perte d'influence progressive dans la zone, accélérée par les succès initiaux de cette nouvelle force, modifie les équilibres traditionnels. Les analystes régionaux notent déjà un repositionnement diplomatique autour d'Ouagadougou où certains acteurs voient dans la stratégie de Traoré une tentative de réaffirmer une souveraineté longtemps bridée. À ces quatre niveaux, national, social, institutionnel et régional, la transformation porte ses fruits tout en exposant ses limites. Le Burkina Faso a gagné du terrain, mais la question essentielle reste suspendue. Cette victoire peut-elle résister au temps ou s'agit-il d'un moment fragile avant un nouveau basculement? Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit une stabilisation prudente. Les unités issues des centres pénitentiaires maintiennent les gains territoriaux obtenus durant les premiers mois, mais leur progression ralentit face à l'adaptation progressive des groupes insurgés.
Les institutions civiles réoccupent les zones reprises, mais à un rythme irrégulier. Les tensions internes entre officiers traditionnels et nouvelles unités persistent, sans toutefois dégénérer. Sur le plan économique, les marchés ruraux fonctionnent mais restent vulnérables à la moindre perturbation. Si l'armée parvient à consolider les axes routiers les plus sensibles, alors le pays pourrait entrer dans une phase de normalisation lente mais viable. Dans le scénario optimiste, la cohésion interne s'améliore grâce à un encadrement structuré et à une doctrine unifiée. Les unités réhabilitées développent une discipline durable, ce qui permet au gouvernement d'étendre la sécurisation à davantage de districts. Les retours de population augmentent, les écoles rouvrent et les activités agricoles reprennent une dynamique plus stable. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso affirme davantage son autonomie, ce qui l'amène à renforcer de nouveaux partenariats régionaux. Dans ce scénario, les succès tactiques se transforment en stabilité politique, et le pari initial devient un modèle observé de près dans tout le Sahel. La stratégie initiée sous Ibrahim Traoré s'enracine comme une doctrine nationale durable. Dans le scénario pessimiste, les lignes de front s'étirent trop vite. La cohésion des unités issues des prisons commence à se fissurer sous la pression des opérations longues. Les, ten- les tensions internes augmentent, les rivalités se multiplient et certains secteurs reprennent leur instabilité antérieure. Les insurgés exploitent les angles morts, créent de nouvelles poches de résistance et ciblent les routes réhabilitées. Sur le plan institutionnel, la méfiance entre cadres civils et militaires se renforce. Si la chaîne de commandement se fragilise, alors l'armée réhabilitée pourrait devenir une force difficile à contrôler, menaçant l'équilibre politique interne et ravivant les risques de fragmentation. En conclusion, ces trois trajectoires ne dépendent pas uniquement du champ militaire. Elles reposent sur des choix institutionnels, sociaux et psychologiques que le pays devra traiter dans les mois à venir. Le Burkina Faso se trouve dans un entre-deux où chaque décision peut accélérer une stabilisation progressive ou précipiter un basculement plus abrupt. Pour ceux qui vivent au cœur du Burkina Faso, la transformation militaire ne demeure pas une abstraction stratégique. Elle redéfinit leur quotidien. Pour le groupe A, les familles rurales, l'impact est direct. La réouverture des routes et des marchés change leur rapport au temps et à la survie. Là où chaque déplacement était une prise de risque, les villages sécurisés redonnent un rythme normal. Vendre du mil, acheter du savon, envoyer les enfants à l'école. Ce retour progressif à la routine ne gomme pas la peur, mais il la repousse suffisamment pour permettre d'imaginer l'avenir autrement. Pour le groupe B, les jeunes urbains, cette transformation ramène un sentiment de contrôle. Beaucoup, qui avaient perdu foi en la capacité de l'État à protéger les villes secondaires et les périphéries, perçoivent dans cette nouvelle armée une tentative de rupture avec les méthodes anciennes. Les discussions en ligne dans les cafés ou sur les campus reflètent cette ambivalence. Espoir prudent, scepticisme résiduel, mais surtout une vigilance nouvelle concernant la suite. Quant au groupe C, les acteurs économiques, l'effet se mesure en continuité. Le simple fait que des axes redeviennent praticables permet aux commerçants de reconstituer des stocks, aux transporteurs de reprendre leur trajet et aux producteurs agricoles d'envisager des récoltes rentables. La stabilisation, même partielle, crée une respiration financière qui n'existait plus. Mais une question traverse toutes ces catégories. Cette dynamique peut-elle durer suffisamment longtemps pour que la société, déjà éprouvée, puisse se reconstruire sans craindre un retour en arrière brutal? Le soutien du public reste ferme, mais il dépendra de la capacité des autorités à maintenir les gains, à éviter les dérives et à donner aux populations un rôle concret dans la reconstruction. La consolidation de cette armée issue des centres pénitentiaires exige désormais une trajectoire méthodique. Le premier axe consiste à unifier la doctrine opérationnelle.
Les unités traditionnelles et les nouvelles formations doivent partager un cadre commun de commandement. Cette étape revient aux états-majors régionaux qui doivent l'appliquer dans les 3 prochains mois. Le succès se mesurera par la réduction des divergences tactiques observées sur le terrain. Le deuxième axe vise à stabiliser la cohésion interne en renforçant l'accompagnement psychologique et disciplinaire des soldats réhabilités. Les centres de formation devront instaurer un système de suivi continu appliqué chaque semaine. L'indicateur essentiel sera la baisse des incidents internes rapportés par les officiers. Le troisième axe porte sur la réintégration progressive dans la société civile, essentielle pour éviter que ces hommes ne deviennent une force déconnectée du reste du pays. Les autorités locales, épaulées par les chefs de village, doivent établir des programmes de transition sur 6 mois. La réussite se mesurera par le nombre de soldats participant volontairement à ces dispositifs. Le quatrième axe concerne l'encadrement politique, indispensable pour éviter toute dérive institutionnelle. Le gouvernement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, doit créer un comité indépendant chargé de surveiller l'équilibre entre pouvoir militaire et pouvoir civil. L'indicateur clé sera la transparence des rapports trimestriels rendus publics. Enfin, un cinquième axe s'impose: sécuriser durablement les gains territoriaux. Les gouvernorats doivent coordonner la reconstruction des infrastructures essentielles, routes, marchés, postes administratifs, dans un délai d'1 an. La mesure du progrès passera par la réouverture effective des services publics dans les zones stabilisées. Ces 5 étapes forment la base nécessaire pour transformer une victoire tactique en stabilité structurelle et pour inscrire durablement la vision de rédemption portée par cette nouvelle armée dans l'avenir du pays. L'instructeur vétéran de Poé, celui qui observait autrefois ses recrues avec méfiance, voit aujourd'hui son propre rôle transformé. Dans ses rapports, il décrit ces hommes comme une force qui l'a obligé à revoir ses certitudes, un miroir inattendu de ce que peut devenir une armée lorsqu'elle se reconstruit depuis ses marges, et l'ancien détenu devenu chef d'escouade. Figure silencieuse mais décisive des premières reprises de terrain, incarne désormais la trajectoire d'un pays qui tente de se relever. À travers eux, une idée prend forme. La rédemption n'est pas un slogan politique, mais une tension vivante, fragile, qui exige un équilibre permanent. Le pari d'Ibrahim Traoré résonne alors autrement, moins comme un geste spectaculaire que comme un rappel que les nations ne se bâtissent que lorsque les plus oubliés trouvent un espace pour se réinventer. Le chemin reste long, encore incertain, mais une vérité persiste, simple et directe. Ceux que le pays avait laissés derrière lui sont devenus les porteurs d'un espoir que personne n'avait anticipé. Et parfois, un pays renaît à partir de ceux qu'il croyait perdus. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière où chaque avancée sécuritaire devient plus qu'un gain militaire. Elle devient un signe de reconstruction collective. Les communautés rurales, les familles déplacées, les jeunes urbains et les acteurs économiques observent cette transformation avec une attention mêlée d'espoir et de prudence. Chacun sait que la stabilité ne repose pas seulement sur les armes, mais sur la capacité d'un pays à se réapproprier sa dignité et à tisser de nouveaux liens sociaux. Cette armée née des marges porte désormais une symbolique qui dépasse largement son efficacité immédiate, celle d'une société qui tente de se relever en redonnant une place aux oubliés. Ce mouvement, encore fragile, peut devenir une force durable si les citoyens y participent activement, en soutenant les initiatives locales, en préservant les espaces de dialogue et en exigeant des institutions qu'elles restent transparentes. L'avenir du Burkina Faso dépendra autant de l'engagement populaire que des choix politiques. Alors, une question demeure, ouverte, simple, essentielle.
Qu'est-ce que chacun est prêt à faire pour que cette renaissance devienne réelle et durable?